Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour cette soirée exceptionnelle que nous avons le plaisir de partager avec l'équipe de la Comédie, présentée ce soir par Claire Roussary. Bienvenue au Centre du patrimoine arménien, à l'occasion d'un moment autour à la fois de la mémoire et de l'actualité brûlante, la thématique de la résistance, incarnée par deux figures, l'une qui a été panthéonisée le 21 février 2024, Missak Manouchian, et puis une autre figure intellectuelle, poétique, artistique de l'engagement, Armand Gatti, à qui nous rendons également un hommage ce soir, puisque c'est le 100e anniversaire de sa naissance cette année. Et c'est pour nous vraiment une grande joie de vous recevoir en nos murs. Alors, prétexte nous est donné par l'exposition que le Centre du patrimoine arménien a réalisée à l'occasion de la panthéonisation de Missak Manouchian, accompagné de son épouse Mélinée. Notre exposition s'intitule « En résistance, Missak, Mélinée et les autres ». Sous-entendu les autres membres de la Fiche Rouge, mais également toutes celles et ceux qui ont donné leur vie au nom d'une certaine idée de la liberté, une certaine idée de l'humanisme, valeur qu'il est important de défendre de nos jours. Alors, avant de céder la parole à Claire, parce que pour nous c'est aussi très important de partager ce type de rencontre avec une structure d'action culturelle, peut-être et de diffusion du spectacle vivant. Je tenais aussi à saluer la présence parmi nous de Marie-Françoise Pascal, qui représente la ville de Valence. Elle est en charge de la culture. Vous dire qu'après la performance, la lecture musicale, concoctée par Guillaume Caillet et toute son équipe, il y aura un petit temps de discussion, si vous souhaitez rester avec nous, très spontané, en la présence de Stéphane Gatti, que je salue, il est parmi nous dans la salle, le fils d'Armand Gatti, qui a aussi bien volontiers accepté notre invitation. On se réjouit que Stéphane soit des nôtres ce soir. Je laisse la parole à Claire. Bonsoir, merci Philippe, merci, je ne sais pas où est Christelle, merci Christelle, et merci au CPA en fait, finalement de cette invitation, parce que en fin de compte, donc, cette soirée, vous savez, elle s'inscrit dans le cadre de notre cycle de lecture musicale de textes non dramatiques qui est éditorialisé par Alice Zeniter. Mais en fait, elle est toute particulière celle-ci, parce que finalement, c'est vous qui l'avez impulsée. Justement, on s'est posé la question de comment justement faire un événement en résonance avec justement l'exposition, avec la panthéonisation de Missak Manouchian. Et c'est là justement que vous nous avez proposé cette bande démo. Et la deuxième chose très particulière, c'est que c'est la première fois que c'est une bande démo à partir d'un scénario. Voilà, donc, et vous dire que Guillaume Caillet, qui est l'artiste qui a conçu avec toi finalement, et avec Stéphane Gatti aussi, vous verrez, et associé artiste de l'ensemble artistique de la Comédie de Valence, que vous avez déjà pu voir, et vous pouvez retrouver à la sortie une petite table de livres qui a été faite en partenariat avec l'Oiseau Siffleur, librairie à Valence. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, si vous n'avez pas encore vu l'exposition En résistance, Missak, Mélinée et les autres, vous pourrez nous rendre visite jusqu'au 11 mai. Et puis, moi, je tenais aussi à dire un mot de remerciement à toutes les équipes, à la fois l'équipe de la Comédie, puis toute l'équipe du CPA qui a mouillé la chemise aussi pour que cette soirée vous soit proposée. À tout à l'heure. Merci de bien là vos téléphones portables. Vous entrez ici en soldat, avec vos camarades, ceux de l'Affiche, du Mont Valérien, avec Golda, avec Joseph, et avec tous vos frères d'armes, morts pour la France. Vous rejoignez avec eux les résistants au Panthéon. L'ordre de la nuit est désormais complet. Missak Manouchian, vous entrez ici toujours ivre de vos rêves. L'Arménie
délivré du chagrin, vous entrez ici avec Mélinée, en poète de l'amour heureux. Peut-on rompre la solitude de ceux qui sont tombés en luttant ? Le 21 février 2024, Missak Manouchian, accompagné de son épouse Mélinée, est le premier étranger mort pour la France à rejoindre au Panthéon d'autres grands noms de la résistance. L'intégration de cet exilé arménien dans le temple de la mémoire nationale a néanmoins suscité une polémique. Quelques semaines avant la cérémonie, de nombreuses personnalités intellectuelles ont en effet interpellé le président de la République, lui faisant remarquer qu'isoler un seul nom, c'est rompre la fraternité des 23 fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944. Cette panthéonisation, à l'heure de la possible validation par les urnes du retour du fascisme en France, nous pose plus que jamais la question de cette fraternité des 23. Qui étaient-ils ? Des immigrés, comme l'outil de propagande de l'occupant nazi et du régime fasciste de Vichy invitait à le penser à l'époque ? Que peuvent bien nous dire aujourd'hui ces 23 fusillés ? Que peut-on y lire pour éclairer notre époque ? C'est peut-être le détour par le poème et le poète Armand Gatti qui nous livre ici un élément de réponse. Armand Gatti, poète donc, dramaturge, journaliste et cinéaste, qui aurait eu 100 ans cette année, et qui a passé plus de 15 années de sa vie à s'intéresser au groupe Manouchian. Petit rappel des faits. Entre 1941 et 1944, des groupes francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés participent à des actions de lutte armée contre l'occupant. En novembre 1943, 200 membres de cette organisation sont arrêtés. Le 21 février 1944, après un procès militaire expédié en une journée, 23 d'entre eux sont fusillés au Mont Valérien. Dès la libération, le souvenir des résistants est entretenu par les familles, les associations d'anciens combattants et le Parti communiste. L'affiche de propagande nazie devient donc paradoxalement un emblème de la résistance, grâce en particulier à l'action symbolique de Paul Éluard et Louis Aragon. Ce dernier écrira « Strophe pour se souvenir », poème dont la lecture bouleversera le chanteur Léo Ferré, qui en fera une chanson, « L'affiche rouge », en 1961, qui, bien qu'interdite de diffusion par le pouvoir gaulliste, inscrira le poème dans la généalogie des chants de lutte. Vous n'avez réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Le 21 février 1964, pour le 20e anniversaire de la mort des 23 membres du groupe Manouchian, un hommage solennel leur est rendu. C'est dans ce contexte qu'Armand Gatti va commencer son travail autour de l'affiche rouge. Un travail qui va démarrer en 1965 et continuer jusqu'en 1978, et se conclure par l'écriture du poème « La première lettre », ainsi que la réalisation de 6 films portant le même nom. La première lettre, un poème opéra, que Gatti écrira à partir d'une lettre de Roger Rouxel, le matricule 10 247, fusillé sur le Mont Valérien à Mathilde, son amie de cœur. Gatti, quand il rentre dans la résistance, il ne va pas dans la résistance française. Stéphane C'est Gatti, un immigré italien, réalisateur et scénariste. Il n'a jamais été plus loin que Monaco, Piémont, Monaco. Il ne connaît pas du tout la France, donc il ne rentre pas dans la résistance française. Qu'est-ce qu'il fait, Gatti ? Il a pris le trajet des brigades internationales. Et donc c'est vrai que c'est une ligne, disons, de pensée auquel
Gatti restera fidèle toute sa vie, quoi. C'est cette sorte de volonté de combattre tous les fascismes sur la face du globe, où qu'il soit, et qui va être la matrice aussi de son écriture. Donc c'est vrai que j'ai raconté ça parce que le groupe Manouchian, c'est les brigades internationales, fondamentalement. Donc pour Gatti, c'est rendre hommage à ce type de combat antifasciste. En 1964, Gatti s'engage donc dans l'écriture d'un film sur l'affiche rouge. Après avoir rencontré d'anciens résistants FTP et Moïse, dont Méliné Manouchian et Arsène Tchakarian ainsi que leurs héritiers, Armand Gatti compose avec Pierre Geoffroy, journaliste et ami, un premier scénario sobrement intitulé « L'affiche rouge ». Toute sa vie, Gatti a pensé que pour questionner le présent, il fallait partir de la guerre d'Espagne, l'aube de toutes nos défaites, lui-même arrivé à Tarnac par la filière des brigades internationales. Et c'est par la bataille du pont de l'Èbre de l'été 1938, dernière séquence de la guerre civile espagnole, que s'ouvre l'affiche rouge. Fin 1938. En Espagne, sur la tête du pont de l'Èbre. Tout commence ici, au moment où tout s'achève. Scénario de l'affiche rouge, page 1, Armand Gatti. Dans un paysage ravagé que des Stukas martèlent de loin en loin, un camion débarque des miliciens de l'armée républicaine. Les hommes casqués sautent à terre. Parmi eux, le lieutenant Celestino Alfonso qui les commande. Destination, la tête du pont de l'Èbre. Mais ce n'est qu'une destination provisoire. En vérité, le lieutenant Celestino Alfonso est en marche pour un rendez-vous bien plus lointain dans le temps et l'espace. Il est appelé ailleurs. Dans la suite de l'ouverture du scénario, Gatti convoque un à un, avant le funèbre destin valérien, les membres du groupe. 1940-1942. Le marin Georges Cloiret quitte son unité après le sabordage de la flotte de Toulon. Le métallo Roger Rouxel quitte sa chaîne. Le coursier Robert Witschitz, dont le grand-père fut lignard en 1870, quitte son bureau. Martin Lavitian, l'éternel comploteur, l'ex-général trotskiste de l'armée soviétique, devenu tisseur de tapis, abandonne ses métiers. Et voici enfin Manouchian. Son prénom est Missak, qui veut dire Michel, comme celui qui luttait contre le dragon. Ces dragons à lui s'appelaient autrefois les Turcs. Il est passé entre leurs balles. Orphelin, il est venu en France. À travers la foule de ses camarades, il essaie de se frayer un passage plus rapide. Il a rendez-vous avec Méliné, une orpheline elle aussi, oubliée par les balles turques. Il s'imagine encore qu'il n'a pas d'autre rendez-vous. Comment pourrait-il se douter qu'il court en réalité vers les autres, ceux des Balkans, d'Autriche, de Pologne, d'Italie, vers tous ceux qui, comme lui, n'ont plus de pays, ou dont le pays ne ressemble plus à ce qu'ils ont appris de lui à l'école. Il en refallait un autre, en dehors des cartes géographiques. Un pays où chacun serait le frère de tous. Ils l'ont trouvé. Ils vont y prendre place un matin de février 1944. Ce pays, c'est une affiche. L'affiche rouge. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle, que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline.
Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Le scénario de l'affiche rouge alterne entre des scènes de reconstitution historique et des dialogues des acteurs sur le sens de ce film. Un procédé de mise en distance et en question de la fiction. Un dialogue entre les morts, les mortes, les survivants, les survivantes, et les vivants et les vivantes. Un dialogue pour dire peut-être la continuité de la lutte et son actualisation par le poème et l'image, comme lorsque ce survivant parle avec le scénariste du film. Survivant. On n'était pas souvent plus de 3, ça limite les versions. Le scénariste. Chaque événement supporte des dizaines, voire des vingtaines de versions, mais toutes, même quand elles sont contradictoires, sont une partie de la vérité. Le survivant. Et la vérité entière, je veux dire. Le scénariste. Elle a existé qu'une fois. Après, si on veut la réactiver, on n'est plus que des fabricants de fausses clés. On détraque la serrure, mais on n'ouvre pas la porte. Le survivant. Je m'excuse de poser une question, mais que faites-vous des morts ? Des 23 qui nous ont précédés au rendez-vous de février 44 ? Le scénariste. Sur ce plateau, les 23 sont présents. Ou, je vous en prie, faites comme s'ils avaient adopté pour apparaître de nouveaux pseudos, de nouveaux noms de guerre, ceux des acteurs. La vérité. Qu'est-ce que la vérité d'une histoire ? D'un moment historique ? Faut-il reproduire, refaire ce qu'il s'est passé ? Filmer ce qui a été ? Ce dilemme, Gatti tente d'y répondre par la mise en abîme, comme dans ce dialogue entre des survivants et le metteur en scène. Un survivant sursaute et remarque. Je m'excuse de le rappeler, mais demain, c'est aujourd'hui. Le scénariste. Tiens, c'est vrai. Le survivant. L'histoire a tranché pour eux, pour nous, une fois pour toutes. Le metteur en scène. Mettons les choses au point, l'histoire c'est des conneries. Elle momifie tout. Si nous devons chercher le passé avec ses joies et ses peines, c'est contre l'histoire. Sinon, faisons du cinéma vérité, donnons la bonne conscience du juste et du vrai à l'intérieur du faux et de l'arbitraire. Le survivant. Alors il n'y a pas d'issue ? J'en propose une, provisoirement. Le metteur en scène. Laquelle ? Le survivant. Entrons à notre tour dans la fiction de ce que nous avons été. Gatti, dans ce scénario, n'a de cesse de questionner l'objet film et la possibilité même de celui-ci. Une façon pour lui d'interroger la place de l'art, du poème et du cinéma face à l'histoire. Une façon aussi pour Gatti de ne pas panthéoniser, justement. Dans l'affiche rouge, le présent et le passé ne cessent de dialoguer. Pour reprendre les mots de l'historien Marc Bloch, résistant exécuté par la Gestapo en 1944, futur panthéonisé lui aussi, c'est le présent qui éclaire le passé. À la prison, toutes les cellules sont ouvertes. On procède à l'appel des condamnés à mort. Ils l'ont tous été sans exception. Scénario de l'affiche rouge, page 42, Armand Gatti. Ceux qui ont des parents ont écrit leur dernière lettre. Les autres les ont aidés ou ont attendu que le temps passe. Un dialogue s'institue entre les acteurs et les parents des fusillés retrouvés par la production. Les vieux et les héritiers racontent comment la lettre, la dernière lettre, est parvenue. Et ce qu'elle a provoqué en eux. Ce qu'elle est devenue, enfin. Devant la cellule d'où Fontano vient d'être extrait, l'acteur qui joue son rôle s'approche. On entend siffler le temps des cerises, l'air de ralliement du groupe Manouchian Boxoff. L'acteur s'approche de Fontano, le prend dans ses bras ou sur ses épaules et le porte lui-même au Mont Valérien. Il escalade lentement les gradins et dépose enfin son personnage parmi les membres du groupe Manouchian qui viennent d'être fusillés. Il ne restait qu'une place vide. Elle est remplie. Alors l'acteur se retourne et découvre devant lui les fusils du peloton d'exécution, toujours braqués depuis 25 ans. Et une voix anonyme dit « Voici la dernière image gravée sur leur rétine. Lui avons-nous fait perdre toute sa signification ?
Et la voix de Manouchian de répondre « Aujourd'hui, il y a du soleil ». Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, débordant de rêves. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sur la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. En 1966, un deuxième scénario intitulé « Le temps des cerises » est rédigé par le tandem Gatti-Geoffroy. Il s'ouvre par une pérégrination mémorielle sur les traces des résistants fusillés. Le petit soleil de février perce sans peine les feuillages du mont Valérien. Une colonne de gens monte la pente. Il y a peu de regards pour les observer. Le gardien du fort, un couple d'amoureux en avant sur le printemps, et d'ailleurs, quoi voir. Nous sommes en l'an de grâce 1965. La guerre est finie. Elle a rejoint dans les cartons ses sœurs oubliées, la guerre du Péloponnèse, la guerre de 30 ans, 14-18. Il n'y a plus de soldats Felgrau à la poterne du Mans, et les gens qui gravissent la pente n'ont ni la tenue, ni l'allure, ni l'âge des fusillés d'autrefois. Autrefois. C'était le fin 21 février 1944. Jour où, par un soleil semblable, écrasant de promesses, les 23 du groupe Manouchian Boxov condamnés à mort ont regardé sortir des fusils leur avenir. La colonne qui gravit aujourd'hui le mont Valérien est sortie elle aussi des fusils. Ce sont les survivants du groupe, les témoins des morts, les techniciens et les auteurs d'un film à faire sur le groupe. Et comment le faire, se disent entre les cinéastes. Comment réduire l'intime et l'infime distance entre eux et nous, se disent les survivants. La montée est silencieuse. Chaque pas est une question à laquelle aucune branche, aucune pierre, aucun oiseau ne peut répondre. Nous sommes le 21 février 1965. Les survivants savent que le film auquel ils ont promis leur concours n'est pour eux qu'un prétexte. Une occasion d'affronter tous ensemble pour une fois cette distance sans cesse agrandie qui les sépare des 23 manquants. Dans cette deuxième version du scénario, les scènes de reconstitution occupent une place importante. Le film ouvre un nouvel espace de représentation du groupe de résistants étrangers. Non plus des héros canonisés, mais des individus avec leurs problèmes particuliers, en prise avec les aléas de la vie quotidienne dans une ville occupée. Mais malgré un soutien financier du Centre national du cinéma, les producteurs se défilent un à un. En 1969, un troisième scénario, réintitulé L'Affiche rouge, est écrit. Fondé sur la rencontre d'une équipe de comédiens-comédiennes avec les survivants du groupe Manouchian. Cette nouvelle recherche cinématographique est envisagée comme une réflexion sur ce qu'auraient pu être les combats du groupe Manouchian dans le contexte de la guerre du Vietnam et les autres conflits impérialistes des années 68. Gatti n'hésite donc pas à faire se télescoper les époques et les imaginaires politiques. Ce n'est pas une reconstitution, un film sur le groupe Manouchian Boxov, mais ce qu'est devenu leur combat aujourd'hui. Armand Gatti. Le cinéma appartient par définition au pouvoir, celui de l'argent, celui de l'État. Donc une forme abstraite contrainte à toutes les formes de combat qui ne soient pas bidons. Mais ce troisième scénario ne verra pas le jour. Gatti va donc abandonner définitivement son projet de film sur l'Affiche rouge. Mais le groupe Manouchian ne quittera pas Gatti pour autant.
Il faudra pourtant attendre 10 ans pour que Gatti y revienne à nouveau. Gatti est accablé, va se rajouter à ça mai 68, Stéphane Gatti, l'interdiction de la réalisateur et passion de scénariste. Franco, voilà, les carottes sont cuites. Il fait plus partie, disons, il sait que plus jamais un théâtre national, alors qu'il avait fait depuis 10 ans qu'il travaille que là-dedans, va lui faire une proposition de monter son travail. Il est vraiment mis à la porte de la profession. Il va pouvoir travailler dans d'autres endroits, mais qui ne sont pas les grandes institutions de la République. Donc, ça reste comme ça. Et puis, à un moment donné, on a entamé ce cycle, justement, il a entamé ce cycle du travail avec, c'est-à-dire soit dans des écoles, soit dans des lieux périphériques. En 1977, sollicité par la ville nouvelle de l'île d'Abo pour un nouveau projet d'écriture collective, Gatti s'empare de l'histoire de Roger Rouxel, ce jeune métallo de 18 ans qui, bien que fusillé au Mont-Valérien le 21 février 1944, ne figure pas sur l'affiche rouge, parce que trop français ou pas assez métèque. Alors, j'ai proposé à Roger Rouxel la chose suivante. Armand Gatti. J'ai dit voilà. À l'époque des faits, nous avions le même âge. Nous avons partagé le même sort jusqu'à un certain point, et c'est très important. Tu as été condamné à mort, et j'ai été condamné à mort. Et la différence est de poids. Tu as été fusillé, et je ne l'ai pas été. J'aurais très bien pu l'être. Et c'est un argument qui va nous permettre de raconter cette histoire ensemble. Raconter dans son sens réaliste perdrait tout intérêt. Ce serait du réchauffé, du reconstitué, du cousu, même bien cousu, mais qui ne ferait jamais une étoffe, qui ferait un assemblage de morceaux et qui ne pourrait en tout cas jamais pénétrer l'esprit de l'époque, ne permettrait pas aux autres d'y accéder. Alors on va essayer de faire la chose suivante. On va faire du porte-à-porte et dire Roger, il y a 30 ans, est mort à 18 ans. Il a été fusillé. Sa dernière lettre, ça a été sa première lettre d'amour. Alors il faut lui donner quelques instants de plus à vivre. Tout le temps dans l'écriture de Gatti, que ce soit le groupe Manouchian, Michel Fierck à Berlin, ou Rouxel, c'est donner quelques instants de plus à vivre aux résistants, aux décapités, à tous ces gens qu'on a rayé de la carte et on pensait les réduire au silence. Donc effectivement, c'est lutter contre le silence. Gatti, c'est une lutte toute sa vie sur le silence. C'est cette obsession que tout ce qui est, toutes ces luttes ne soient pas réduites au silence. Donc Rouxel s'inscrit directement là-dedans. Reconvoquons ici cette dernière lettre de Roger Rouxel. Première lettre d'amour donc, écrite à son amoureuse, Mathilde. Dernière lettre. Fresnes, le 21 février 1944. Chère petite Mathilde chérie, je t'écris une première et dernière lettre qui n'est pas très gaie. Je t'annonce ma condamnation à mort et mon exécution pour cet après-midi à 15h avec plusieurs camarades. Je te demande beaucoup de courage. Je vais mourir en pensant à toi comme j'ai toujours fait, jusqu'à la dernière seconde. Je meurs courageusement et en patriote pour mon pays. J'ai fait mon devoir de soldat. Je te demande d'oublier ce cauchemar et te souhaite d'être heureuse car tu le mérites. Choisis un homme bon, honnête et qui saura te rendre heureuse. Conserve ma mémoire autant que tu le voudras, mais il faut te dire une chose, personne ne vit avec les morts. J'avais fait pour toi et moi de beaux projets, mais le sort en a décidé autrement. Je te jure que je n'ai jamais eu un moment de défaillance. Je meurs en soldat de la libération et en patriote. Tu demanderas si tu le désires à mes parents chéris que je vais quitter avec un grand regret, un souvenir de moi qui ne devra jamais te quitter. Tu diras aussi à tous mes camarades que tu connais, que je les quitte en pensant à eux, qu'ils pensent un peu à leur camarade qui est mort pour sa patrie. Chère Mathilde, j'aurais bien voulu, ainsi que mes parents, vous serrer une dernière fois dans mes bras. Mais le temps me manque. Je pense tendrement à toute ta famille que je regardais déjà comme la mienne.
Mon dernier souvenir va aussi vers tous les voisins et amis que je quitte en les embrassant de tout cœur. J'espère que le souvenir de mes camarades et le mien ne sera pas oublié, car il doit être mémorable. Petite Mathilde, je te demande encore une fois d'être heureuse. C'est ma dernière volonté. Ma lettre n'est pas très bien écrite, mais ce n'est pas ma faute. Conserve-la parmi les objets qui te sont précieux. Je termine en t'embrassant de tout mon cœur. Ton souvenir m'accompagnera jusqu'au bout. Ton petit ami qui te quitte pour toujours. Roger Rouxel. Vive la France. L'équipe de Gatti s'installe à l'île d'Abo pendant que Gatti part seul en Italie rédiger un poème de 50 pages, La première lettre, qui, comme Aragon en son temps avec la lettre de Manouchian, prolonge les mots de Rouxel. Gatti écrit ce poème et l'offre à toute une population, une sorte d'opéra, pour donner donc quelques instants de plus à vivre à Roger Rouxel, ce jeune résistant du groupe Manouchian fusillé avec ses compagnons au Mont Valérien. Voici la proposition faite par Gatti en 1978 aux habitants et habitantes de la région de l'île d'Abo. Chanter un poème pour les fusillés. Frères violents, millésimés comme les récoltes, terroristes en 1941. Résistants en 1943. 3 heures avant d'être fusillé sur le Mont Valérien, Roger, 18 ans, envoya à Mathilde, fille d'un émigré italien, 16 ans à l'époque, sa première lettre d'amour. Ce fut aussi sa dernière lettre de vivant. Roger Rouxel est un résistant dont l'ombre est légère, très légère, il n'encombre personne. Ce film, le premier de la série, est une fiche d'identité que nous avons apportée dans la région des étangs de l'île d'Abo et jusque dans les montagnes de Savoie. Nous avons dit à Roger, mort le jour de ses 18 ans, vous allez donner quelques instants de plus à vivre en lui prêtant votre chant, votre invention, vos expériences. L'aventure a été musicale, picturale, graphique, calligraphique, poétique, chorégraphique, dramatique et même à certains moments archéologique. L'audiovisuel n'en représente qu'un aspect. Au bout de 200 représentations, ce film, quant à lui, est devenu le thème dont les 6 films qui vont suivre se veulent être les variations aujourd'hui. La planète inscrite à l'état civil sous le nom de Roger Rouxel s'est posée sur l'étang de Falavier. La planète, extrait de la première lettre d'Armand Gatti. Entre les arbres centenaires et les joncs, elle s'est cherché un frère, puis un autre, fragile comme de la joie humaine. Des frères, encore des frères, aux 1000 visages et à une seule poignée de main. Lorsqu'ils l'ont cru à portée de fusil, les chasseurs de Saint-Alban ont tiré, croyant abattre une espèce en voie de disparition. En fait, ils tiraient sur les galaxies de la Résistance, là où 5000 fusillés forment l'étoile Mont Valérien qui veille sur Paris et au-delà, telle une sainte du Moyen-Âge. Ainsi, les histoires de soleil, de tempêtes qu'immémorial racontent l'eau des étangs, reçurent en hôte de grande marque le premier message de la planète. Il disait Mathilde, et c'était une lettre d'amour. Frères de l'ombre et du grand jour, que vous soyez de Bourgoin, de Jailleux, ainsi commence notre histoire. Elle a déjà servi de planque et de relais aux francs-tireurs d'autrefois. Ils étaient le regard du hibou dans son destin de tronc d'arbre. Ils étaient les ailes de la macroule qui sur les marais baratte la nuit pour la rendre à la lumière jaune de ses lunes. Frères violents, millésimés comme les récoltes, terroristes en 1941, maquisards l'année d'après, résistants en 1943, libérateurs en 1944. Ainsi parle la Bourbre en ses variantes de rivière avant de devenir canal pèlerin puis égout des usines grises de Jailleux. Ils étaient cette levure qui pour résister donne le vin, la baie flottante qui maintient la sargasse à la surface de la mer pour y voir la lumière du jour, telle la robe en suspens de l'épicéa, à travers tant d'aiguilles végétales résistant à l'asphyxie. Ainsi sont nées les premières réponses de la planète. Elle parle aux enfants de Saint-Quentin, qui ont casque et mobilette, ceux de Villefontaine, ceux
des villes en transit qui font du judo climatisé et ceux à qui on a offert une salle pour développer les pectoraux, ceux des sections d'enseignement spécialité qui s'inquiètent de trouver dans le champ de la planète les premières traces de leur identité. Il disait « La planète est faite de 1000 passeports. À l'endroit de la photo, il y a nos visages en mal de reconnaissance et de paternité. » Arrivent les vétérans des guerres reconnus, ceux du front mitrailleur commémoratif, les distributeurs de savoirs pédagogiques, ceux qui se comptent en mois d'usines occupées, ceux qui savent mesurer le sens du vent. La planète est un mauvais élève. Des manuels d'histoire et de géographie, elle mélange continuellement les pages pour une place qu'elle ne trouve jamais. Les passeports dont elle est faite sont russes lorsque l'histoire est russe. Les passeports sont vietnamiens lorsque l'histoire est vietnamienne et s'appelle Première Guerre écologique, français lorsque l'histoire, après tant de Moyen-Âge, retrouve la France à 18 ans, les mêmes que ceux de Roger, répétés encore aujourd'hui par son tour des usines Texier du Fort aux portes de Paris pour les enfants d'immigrés de la Lieuse. C'est de cette coïncidence que Roger est mort, les 18 ans d'un gosse et ceux d'un pays en pleine guerre. Roger a rompu avec la libération de ses frères, les pourparlers. Il sentait dans chacun de ses gestes de nuit qu'après l'euphorie des victoires supposées, son usine aurait les cheveux gris. Ses 18 ans en cavale aussi, et la zone qui était le pays de son enfance deviendrait celui des HLM. Les maisons de Bourgoin-Chailleux, qui ont aujourd'hui les cheveux blancs, suivent dans le ciel ce triangle bleu incorrigible entre les masses de nuages en déroute. L'espace, lorsqu'il n'y en a plus, le combat, lorsque les armes se sont tues. Elles se réunissent comme les 10 000 paysans de la grand-peur en attente de brigands auxquels ils ne tarderont pas à se substituer et par le langage en papier crépon des villes nouvelles. À leurs fenêtres, ceux qui ont la brièveté d'une image sur leur poste de télé. C'est une planète qui a cherché asile dans bien des aéroports, Mogadiscio, Tripoli, Beyrouth, et dont les services de terre ne veulent plus. Les passeports sont périmés. L'internationalisme des États a porté en terre celui des peuples. Les visas ne donnent accès qu'à ces mares d'après la sécheresse où le sel brûle la bouche et le sourire ne nourrit plus. Y a-t-il des passeports qui font de vous un arbre? Y a-t-il des passeports qui font de vous le même arbre foudroyé? La planète peut-elle dire que ses frères et ses sœurs sauvages sont une terre sage, une terre rase, sur laquelle ils s'obstinent à voir pousser des champs de blé disparus depuis bien longtemps dans la légende des saisons? Peut-elle, sans éclater au carrefour des temps, expliquer que le regard du hibou n'est plus le destin d'un tronc d'arbre et que le loiseau des marais est entré définitivement dans la nuit trouble des fusils et des cartouches à limaille? Planète Rouxel, nous t'avons porté jusqu'à l'étang Falavier, avec nos lendemains qui chantent dans ce qui fut nos mouvements de masse éventrés, tels des sacs de grains sur les quais de gare postiche, nos drapeaux rouges et noirs plantés sur ton dos, comme si tu devais reprendre du service sur les théâtres d'opération d'autrefois. Planète Rouxel, maintenant, parmi les blocs erratiques et les champs de madréport qui hantent cette terre, tu cherches 1000 visages et une main tendue pour les 18 ans d'une vie d'homme et sa première déclaration d'amour telle qu'elle fut faite un matin de février, telle qu'elle brille encore dans les galaxies de la résistance. Ambiance, clairière des fusillés, Mont-Valérien, 10 décembre 2024. Aujourd'hui, que nous reste-t-il comme trace du groupe Manouchian? Quelles ondes dansent encore dans la nuit du vent valérien, de cette galaxie de la résistance? Un mémorial? Un panthéon? Que nous reste-t-il pour penser nos mémoires? Le travail à l'île d'Abo se construit autour de 5 épisodes de la vie de Roger Rouxel. La zone où il est né, l'école, l'usine où il travaillait lors de son arrestation, le cinéma du quartier et la lettre à Mathilde. Pour Gatti, Rouxel, ce n'est pas qu'une ode. C'est une façon, encore une fois, réactualisée de joindre mouvement ouvrier et mouvement antifasciste.
1. Usine occupée de jailleux où l'on enterre morceau par morceau le passé du siècle. L'usine, extrait de la première lettre d'Armand Gatti. À quel endroit de vos revendications avez-vous fait place à Roger Rouxel, le jeune métallo arrêté un soir d'automne qui n'est plus revenu derrière son tour? Chantier de l'île d'Abo et des 5 cours de la Bourbre armés sur le paysage des étangs, y a-t-il une seule rampe de circulation en souvenir des compagnons qui tombent dans les accidents du travail et ceux de l'histoire, des compagnons écrasés pour avoir cru porter sur eux en forme de croix l'existence des autres? On est ouvrier comme on fait partie d'une salle fixée entre espérance et mort. L'usine est la fille dernière venue du buisson ardent et de la promesse qui y était autrefois cachée. Mais elle n'a jamais pu être l'arbre en feu né des orages qui arpentaient la terre. La machine à pointer marque chaque matin l'arrêt de toute forme d'imagination. Un désert est peuplé par les 1000 bruits de son silence, mais pas la banlieue ouvrière, avec sa grisaille, ses briques, ses 18 ans, son béton, où Roger jongle encore avec ses 18 ans, tel un athlète chinois avec les torches de feu. 18 ans peuvent-ils éclairer malgré la distance des murs comme il en existe à Bourgoin, avec leurs briques, leurs bétons, leurs fissures? Des centaines de Roger s'y projettent sans avoir vécu. Toutes les voies qui mènent à l'usine sont muettes, et pourtant nées du fracas des forges, là où la route toujours inattendue du regard devient l'alignement des productions mensuelles, et les productions mensuelles, la pensée économique. Moi, je connais que 3 phases, en fait, de ça. Il y a la phase où, effectivement, ce n'est que l'histoire de la fiche rouge. La deuxième, où il y a l'hypothèse de cette confrontation avec les survivants du groupe Manouchian et les scènes jouées. Et la troisième qu'on va faire à l'île d'Abo, Gatti choisit de partir de Rouxel, même si on parle de tous les autres gens du groupe Manouchian, à cause de la lettre qu'a écrit Rouxel à Mathilde, pour imaginer que une ville, une région puisse devenir un champ à la mémoire du groupe Manouchian. Donc Gatti va écrire, d'ailleurs c'est la seule fois où il fait ça, il écrit un grand poème où effectivement ce grand poème est chanté par tout le monde, c'est que c'est un chant à la mémoire qui est fait. Donc on voit des enfants, des adultes, des gens, etc., jusqu'aux moines de Tamier qui chantent la dernière nuit des fusillés du Mont Valérien. C'est là ce qui est intéressant, Gatti choisit Rouxel, et du coup c'est une vraie brigade internationale, c'est pas un groupe d'émigrés. Il y a des Français, des Arméniens, des Grecs, des Italiens qui sont dans le combat antifasciste, c'est une vraie brigade internationale. Le 6e et dernier film, sobrement intitulé La dernière nuit, présente Roger Rouxel dans sa cellule de Fresnes. Le fil conducteur, ce sont les pierres des barricades, des montagnes refuges du maquis, de la prison, du Mont Valérien. Plus introspectif que les autres films, La dernière nuit est marqué par la suspension du temps entre la vie et la mort. Écoutons-le, ce poème, chanté par les moines cisterciens de l'abbaye de Tamier. Puis des quartiers de haute surveillance, quelques heures, barricades dressées devant la venue de l'aube. Quand on a travaillé avec les moines de Tamier, c'est les cisterciens, et c'est un ordre qui est très intéressant parce que la vie de la communauté passe par le chant. Et donc, dès qu'une communauté n'arrive plus à chanter ensemble, il faut les réanimer. Et donc, il y a un moine, on a travaillé avec Alain II à Tamier, qui s'appelait Elred, qui à chaque fois qu'une communauté dans le monde cistercienne battait de l'aile, on l'envoyait. Il restait jusqu'au moment où leur chant redevenait collectif et était audible. Une solitude de planète blessée. 0. Jardin des Oliviers chaque nuit recommençait. La prison de Fresnes.
Le meurtre avait lieu hors les murs, mais pas l'agonie et ses sentences. La dernière nuit. Extrait du poème La première lettre d'Armand Gatti. 1. Sa mort. Il parlait avec elle depuis 125 jours. Arrestation, baignoire, poignets sciés par les menottes, tessons de verre dans les genoux, froid glacial des cellules qui paralysent mots et attitudes étaient autant de jalons. Sous le regard fermé des gardiens, celui grandiloquent des miradors à travers les géographies illimitées des murs de haute surveillance, il portait les derniers instants d'une vie à peine commencée, comme le sang séché de la torture sur la chemise et le tricot. Sa seule idée, tenir jusqu'au jour limite de ses 18 ans. « Bon anniversaire, mon grand », aurait écrit le père. « Nous t'embrassons, mon Roger », aurait ajouté la mère. De lettres, il n'y eut que la sienne pour dire adieu, et souvenez-vous, il fut exécuté la veille. Le corps déchiqueté, regardez sur soi, le futur impact, par où la vie s'en ira. Invraisemblance, merveille, angoisse, par où la vie s'en ira aussi. Brûler des étapes qui d'ailleurs se brûleront d'elles-mêmes, être déjà au-delà de l'exécution, faire que ce soit une gageure contre laquelle les rotations de la terre ne pourront rien. La vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage. Ainsi parle le condamné venu d'Arménie à l'âge de 3 ans sur un bateau de la Croix-Rouge. 7. Et voici enfin l'aube. Mère mutilée, de tant de possibilités qui désormais iront tout à la ligne. Mais dans quel récit ? 9. Il est né dans des mots turcs. On coupait la langue, qui disait l'arménien. Et maintenant il meurt en français. Ses grands-parents, sa mère, ses 2 sœurs ont été tués en 3 parlers musulmans sur les bords de l'étang de Carrette. Maintenant c'est l'eau de cet étang qui, de veille passée en veille future, brille sur les visages qui l'entourent. Tous ensemble, l'aurore de la création. 10. Parmi les 23 fusillés ce jour-là, Roger, le fils de l'égoutier breton, Rouxel, était le seul à croire au ciel. À l'entrée du fort du Mont Valérien, son nom ne peut être articulé dans le parler allemand des exécuteurs. Il était le 18e, entre le garibaldien qui disait « mère » en piémontais et le juif de Roumanie qui ne disait rien. Il comprit soudain que par-delà son nom, et à cause de lui, il était éternel et irremplaçable. Devant la mitrailleuse, ils sont devenus roses des vents et cris de l'enfance. Seule l'enfance peut déchiffrer les derniers moments du partisan et sait répondre au lieu où il s'abat. Début des mots, restant de gestes, en chacun une solitude qui ne sait pas en quelle langue mourir. Mont Valérien, ambiance 1, 10 décembre 2024. L'antifascisme est le combat majeur d'Armand Gatti. À ses yeux, la résistance n'est pas seulement une page d'histoire,
Elle est aussi un état d'esprit que chacun, chacune porte en lui, en elle, à tout moment, et qu'il faut sans cesse réactiver. Mais Gatti n'est pas dupe, et tient son art en face de lui, toujours en joue. Car quelle place tiennent l'art, le cinéma et le théâtre dans le monde ? Quel dialogue entretiennent-ils avec l'émancipation, la révolution, l'antifascisme ? L'art est-il un objet canonique du pouvoir ou une manière toujours réactualisée de raconter la lutte ? L'art fiche-t-il l'instant qui tremble ou lui permet-il une représentation susceptible de trembler encore ? Que faisons-nous lorsque nous représentons des corps qui ont lutté ? Leur octroyons-nous un instant encore infime d'existence ? Les invitons-nous à lutter et à lutter encore dans le temps sans temps de nos histoires ? Les laissons-nous là, comme derniers survivants d'un temps révolu ? Si représenter, c'est présenter une nouvelle fois au monde, que représentons-nous ? Une image figée ou l'éternel recommencement de l'instant décisif, de ce moment qui peut toute chose ? Les invitons-nous à se présenter à nous comme des traces dans des temples que Grecs et Romains consacraient à leurs dieux ? Ou bien sont-ils une poussière plus subtile qui, des étangs de Falavier au vent du Valérien, macule nos épaules de petites paillettes d'arbres résistants ? En les représentant, les invitons-nous comme d'anciens dieux ou les invitons-nous une nouvelle fois à troubler l'ordre du monde et à faire trembler les certitudes de sa marche forcée ? Les traces de sang sur terre peuvent-elles devenir blessures dans le nuage qui passe ? Contre-opéra, extrait de la première lettre d'Armand Gatti. La guerre du Vietnam était-elle faite par les hommes qui en mouraient ou par les images qui la racontaient ? L'image conduit aux impasses du mythe. Une fable dans laquelle forme et couleurs filtrées par elle deviennent une identité à n'importe quel prix. C'est par le regard des images que la vie s'immole chaque jour sur chacune de nos rétines. Un jour, nous saurons quelle part de notre mort nous avons offerte au besoin de cadrer le ciel, à l'obstination du nuage qui veut se lire sur et derrière l'écran. Donner aux hommes et à leurs images leur seule dimension habitable, la démesure. Donner aux hommes et à leurs images leur seule dimension habitable, la démesure. Aujourd'hui, que nous reste-t-il de cette expérience de l'île d'Abo et de cette écriture d'Armand Gatti ? Dans cette époque où, à force de minutes de silence, l'histoire se tait. Quelques vers peut-être de ce contre-opéra, dernier poème aux hommes de cette première et lettre. à leurs images leur seule dimension habitable, la démesure. Pour rompre la solitude nocturne de ceux qui sont tombés en luttant et écrire dans la mémoire du monde les noms des disparus, à jamais gravés dans le poème, et rendre à ces hommes et ces femmes toute leur démesure, et se souvenir ensemble peut-être que le pire est évitable par la lutte, toujours. Donner aux hommes et à leurs images leur seule dimension habitable. Ambiance parvis face à la flamme. La démesure.
l'idée, c'est qu'on puisse voilà, échanger sur nos émotions, nos réflexions. Peut-être, dans un premier temps, alors moi, je vais juste jouer le rôle un peu non pas d'animateur, c'est terrible, de la coucheur de parole. En fait, c'est assez étonnant, hein. On est parti donc d'un rituel républicain, hein, une panthéonisation, c'est-à-dire une cérémonie officielle, qui pose des questions de fond sur ce qui fait société en définitive, hein, et ce qu'est la mémoire. Alors, il y a des rituels qui ont leur importance pour une collectivité, des moments très, très codifiés, et puis il y a tout ce qui se passe autour, dans le travail des chercheurs, mais également dans le monde de l'art, dans toute sa complexité. Et quand nous, on a commencé à travailler sur cette exposition, on a assez vite croisé, effectivement, la figure d'Armand Gatti. Moi, j'avais eu la chance de le voir sur scène avec des jeunes de Montreuil, dans le Limousin, au lieu de son engagement en résistance. Et c'était assez fascinant de voir ce monument, hein, de la poésie et du théâtre, avec des jeunes gens, dans un moment aussi de transmission, hein, de sa parole. Et moi, ce que je trouve magnifique ce soir, voyez, on est plusieurs générations là, et de voir cette parole-là servie par des trentenaires, c'est déjà assez chouette. Ouais. Et voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la circulation. Et peut-être d'abord poser la question à Guillaume, Gatti, comment elle vient frapper à ta porte? Gatti et Manouchian, et les autres. Gatti, c'est assez simple, hein. Moi j'étais à l'ENSAT, et il se trouve que c'était mon parrain de promotion. Donc j'ai assez vite rencontré Gatti à l'école. Après il y a eu, et puis là du coup il y a eu cette aventure où il y a eu cette proposition conjointe de pouvoir faire cette grande démo qui m'a fait un peu redécouvrir Gatti. Et je dois dire, je pense que je l'avais abandonné, pas forcément abandonné, mais je ne le lisais plus aussi parce que je pense que en tant qu'auteur, c'était un peu, c'était trop puissant, je pense. Et quelque part, j'avais besoin de m'exprimer en dehors de cette écriture-là, quoi. Et c'est vrai que là, en la reconvoquant, ouais. Il y a vraiment plein de moments où je trouve que quand même il y a une puissance, il y a une performativité du mot, il y a un souffle, il y a de l'écriture, quoi. Et voilà, je trouve que c'est très fort, quoi. Et du coup, l'entendre dans la bouche d'une actrice, d'un coup, moi, je me dis, oh. Ouais, il y a des moments assez, très très puissants. Je sais pas, Delphine, comment toi tu as vécu Mathilde, pardon. Il n'y a pas aucun problème. Une excuse. Non, il n'y a aucun souci. Comment toi tu sens ce souffle et comment tu le... C'est vrai que je ne connaissais pas du tout l'écriture d'Armand Gatti, donc ça fait très peu de temps en plus qu'on travaille sur... Ah oui, pardon, excusez-moi. Il n'y a plus de micro, donc je suis prise de cours. Non, je disais, ça fait pas très longtemps qu'on travaille sur ce projet, en tout cas concrètement à 3. On a eu assez peu de temps, donc... on a peu de temps pour se familiariser aussi avec cette langue-là. Et c'est vrai que, en tant que... d'essayer de l'interpréter, en tout cas de dire ces mots-là, déjà on a toujours peur de faire de ne pas rendre hommage à une écriture, on a toujours peur de ça, et c'est vrai qu'en le disant, il y a un endroit où quelque chose nous emporte aussi. Après, peut-être qu'on est aidé pour... je suis désolée, je crois que je dis n'importe quoi. Non. Là, il y a aussi il y a une mise en place aussi qui fait que il y a la musique, il y a quelque chose où ça devient presque transcendant. Là, j'en suis loin, mais je veux dire, je sens que c'est une bande possible aussi avec l'écriture de Gatti, que je découvre encore une fois. Voilà. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question. Il se trouve que j'ai apporté une des éditions de la première lettre. Hein, pour les personnes qui sont intéressées, vous pourrez parcourir l'ouvrage tout à l'heure. En plus, je l'ai acheté d'occasion sur le web, et une petite dédicace de Gatti sur forme de regard vers le ciel. Et ça nous amène aussi vers les quelques minutes de plus à vivre. Je ne sais pas comment toi, Stéphane, tu as alors, à la fois reçu ce moment, et puis comment ça... Parce que Stéphane, c'est pas simplement le fils d'eux, il est aussi
protagoniste de l'aventure dont il a été question ce soir, puisque tu as tourné des images, enfin plus que tourner des images, hein, accompagné le process de ce grand opéra à l'île d'Abo. J'ai réalisé les films. Et réalisé les films, voilà. Comment tu vis ce moment ce soir C'est particulier, je suis très content de ce que nos camarades ont réussi à faire avec ce poème de Gatti, la façon dont il a été lu, la force et la puissance qui s'en dégageaient. Et c'est vrai que ce qui est intéressant quand on travaille avec Gatti, c'est que c'est pas une question de transmission de choses, on se passerait de la main à la main, c'est un homme de la question. Donc il pose des questions et chacun essaye de répondre. Et c'est sa pratique théâtrale pendant des années. Enfin, en gros, à partir du moment où, je le dis dans l'entretien, en 1968, il a été interdit au Palais de Chaillot à Paris pour sa pièce sur le dictateur Franco. Il a quitté la France, il s'est demandé qu'est-ce que je vais faire. Enfin, qu'est-ce que je vais faire. Effectivement, il a imaginé une forme d'écriture qui se faisait avec des jeunes, avec des paysans, avec des ouvriers, avec des étudiants. Et cette forme de théâtre, il l'a maintenue dans sa vie pendant 40 ans, sans arrêter jusqu'à sa mort. Et donc c'est vrai que ce qu'il essaye de faire à l'île d'Abo, donc après l'interdiction, il arrive avec cette histoire de ce groupe d'émigrés qui se trouvait à Paris, en disant mais comment vous pouvez vous approprier cette réalité de leur combat, celle de Manouchian, celle de Alfonso, celle de Bokchov. Chacun, c'est une histoire extrêmement complexe qui témoigne de la lutte antifasciste à cette époque, et pour moi c'est extrêmement émouvant. Et donc on voit comment chacun essaye de répondre. Alors c'est vrai qu'ils ont utilisé notamment le chant des moines de Tamier. Je trouve ça époustouflant, ce qu'ont fait les moines de Tamier, de s'approprier cet hommage fait à des résistants communistes internationaux dans leur abbaye. C'est époustouflant. Et pour nous, on est d'autant plus touchés que parmi les frères qui chantaient, il y avait le frère Christophe, qui, quand on travaillait à Sarcelles en 97, je ne sais plus précisément, il a été égorgé en Algérie. J'ai fait partie des moines qui ont été égorgés à cette époque-là, et donc on a fait de nouveau un grand hommage à Christophe. Donc c'est les moines cisterciens, pour moi c'est prodigieux, c'est une énigme, mais comme je l'ai dit dans l'entretien, c'est une énigme formidable parce qu'elle tourne autour du chant. C'est-à-dire la cohésion, c'est le chant, et c'est la seule fois que Gatti a fait ça dans une de ses expériences. Il a écrit un poème, il voulait qu'il soit chanté parce que effectivement c'est un moment de communion particulièrement intense. Alors c'est vrai que poser la question du groupe Manouchian, c'est quelque chose qui est toujours puissant, parce que j'avais amené un petit catalogue que je vous ai donné il n'y a pas très longtemps, 10 ans seulement, enfin ça fait longtemps quand même. Je travaillais en Seine-Saint-Denis avec des lycéens qu'on appelle des primo-arrivants, c'est-à-dire c'est des élèves qui ont une place, ils viennent d'arriver, ils sont mineurs, ils sont seuls, on les loge, la République française, et c'est son honneur, les accueille et les met dans les lycées. Et donc, pendant 5 ans, on a travaillé avec des classes de primo-arrivants, et une année, je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait les confronter à un autre groupe de primo-arrivants. Et donc, j'aurais proposé de travailler sur le groupe Manouchian. Et donc, on leur a présenté un peu tout ce qui se passait, et au début, ils étaient un peu étonnés, mais ça a été extrêmement intéressant la façon dont ça s'est passé, parce que c'est vrai que quand on est étranger, la question de la langue. Et donc, pendant qu'on se posait la question de la langue, il y avait les Kabyles du groupe qui étaient gênés parce que les Congolais parlaient beaucoup mieux français qu'eux. Et donc, eux qui avaient été les fils préférés de la République, tout d'un coup, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on a discuté de la langue comme ça, et à un moment donné, il commence à nous raconter une histoire, justement autour de la langue, et je me suis rendu compte, peu à peu, que cette histoire, en France, personne ne la connaissait. Personne ne connaissait cette histoire des fils préférés de la République en Algérie. Et cette histoire est la suivante, c'est qu'il y a 10 ans,
les Kabyles d'Algérie ont décidé qu'il fallait que leur langue, le tamazight, soit reconnue comme langue à l'intérieur de la constitution algérienne, ce qu'elle n'était pas. Et donc, ils se sont lancés dans un combat, dans une grève, que, par exemple, en France, c'est inimaginable. Pendant 1 an et demi, ils n'ont pu envoyer leurs enfants à l'école. 1 an et demi. En disant, tant que notre langue n'est pas reconnue, ils resteront à la maison. Et au bout d'1 an et demi, le gouvernement algérien a cédé, et aujourd'hui, le tamazight fait partie de la constitution algérienne. Donc c'est vrai que cette confrontation au groupe Manouchian, ça faisait naître sans arrêt des débats. Alors, débat sur la langue, c'est vrai que dans cette groupe, il y avait une petite chinoise qui arrivait directement de Chine. Et on m'avait toujours dit que le chinois, depuis l'arrivée de la Révolution, il avait été aplati, qu'il ne se ressemblait plus, qu'il n'avait plus, les idéogrammes n'avaient plus cette richesse. Et donc, moi j'étais curieux de voir ça avec elle, donc je lui ai dit, bon, est-ce que tu peux nous écrire approfondir en chinois? Donc elle écrit 4 petits signes comme ça qui désignaient approfondir. Et je lui ai dit, c'est quoi, comment tu lis ces idéogrammes? Alors le premier signifie pierre, le deuxième ouvrir, j'ai oublié le nom des 2 autres, etc. Et en fait, ces idéogrammes, pour dire approfondir, c'était un poème, c'était un haïku. Alors j'étais ébloui, je dis, bon, pour une langue qui est aplatie, quand même, c'est extraordinaire, quoi. Et après, systématiquement, quand on attaquait un travail sur un mot, tract, etc., on découvrait à chaque fois un poème. Donc, ce qui m'a ému dans cette confrontation avec cette classe de primo-arrivants, c'est la richesse qui, peu à peu, s'est dégagée pendant 1 an de ces échanges avec ce qu'on appelle des émigrés. Et c'est vrai que le MOI, Mouvement ouvrier émigré, c'est un groupe d'émigrés. C'est très important aujourd'hui où cette population est sans cesse noircie dans les discours officieux, qu'on puisse avoir ce type d'échange c'est une nécessité, ces rencontres. Moi, je suis issu qui me racontait de tous ces émigrés italiens qui passaient la frontière pour venir travailler en France. Effectivement, le racisme anti-italien en France a baissé à partir des années 60-65. Mais avant, moi j'ai donc jusqu'à 15 ans, avant, les Italiens, on était tout juste des rigolos. Des rigolos, et en plus qui avait eu le fascisme, donc, alors que la France était un pays résistant, donc c'était très compliqué, et donc c'est vrai que Gatti qui parlait avec ses mains, souvent comme il parlait avec ses mains, avec beaucoup comme ça, il parle comme un mythomane, donc forcément c'est un garçon d'origine italienne, etc. Donc c'est vrai que tout ce travail autour de l'immigration, et comme c'est fait ici, ce qui est très intéressant, c'est que l'hommage qui est rendu principal à Manouchian, c'est sur sa qualité poétique. C'est-à-dire qu'il pensait que la seule chose qui devait rester de sa présence parmi nous, c'était ses poèmes. Et ils sont là. Peut-être pour pas qu'on monopolise la parole, si certaines ou certains d'entre vous souhaitent s'exprimer, alors on va le faire de manière un peu scolaire, si vous levez la main, et puis j'en serai, messieurs. Je ne vais pas intervenir sur le fond, je laisserai d'autres personnes intervenir, mais je voudrais féliciter sur la forme, la mise en scène de l'écart et la qualité de l'interprétation, servie sans doute par une logistique technique particulièrement bien maîtrisée. Et ça, c'était fort intéressant pour le partage des émotions et des poèmes et des lectures en particulier. Donc, merci aux acteurs et aux interprètes et aux metteurs en scène. Oui, j'avais une question. Oui, en fait, oui, merci pour la lecture, c'était vraiment c'était très touchant. Moi, il me reste une question que j'ai pas tout compris en fait à des moments. Et la question de parler de l'histoire de Roger pour faire écho à l'histoire de Missak
Et en fait, pourquoi c'était pas possible de parler juste de Missac et passer par Roger, cette figure-là, pour parler de Missac. Enfin, je sais pas si c'était vraiment le fond de la question, mais moi j'ai un peu compris ça, donc je sais pas si c'est clair ma question, je sais pas si d'autres ont compris ça. Alors, on peut donner des tout petits éléments de contexte historique très rapides. Donc, entre grosso modo 64 et 69-70, Gatti tente de faire un film, avec plusieurs scénarios qui ont été, dont on a lu quelques extraits ce soir. Il se trouve qu'au départ, celui qui devait, un des acteurs majeurs qui était pressenti, ça devait être Charles Aznavour. Il y a eu, c'est assez intéressant le dessous des cartes. Hein. Gatti, comme le rappelait Stéphane, est un homme de théâtre de renom qui travaille avec les institutions. Et puis, entre-temps, alors, compliqué, il arrive pas, il a des problèmes de financement des films, etc. Donc il y a plusieurs avatars, plusieurs projets. Et puis, arrive effectivement les années 68, cette pièce qui est effectivement irrecevable par le général de Gaulle parce qu'elle met en difficulté la France vis-à-vis de son voisin espagnol. La dictature de Franco, elle passe jusque dans les années 70, hein, donc il faut négocier avec ce voisin un peu compliqué, et donc toute prise de parole publique qui égratigne le dictateur Franco est susceptible de susciter des problèmes diplomatiques. Alors, Gatti part en exil, et entre-temps, il y a aussi, alors ça c'est très important, peut-être que Stéphane, tu pourras nous éclairer sur la génération des enfants de résistants. Il y a parmi des figures intellectuelles, alors on peut citer le frère du chanteur Jean-Jacques Goldman, Pierre Goldman par exemple, qui était alors, en tant qu'héritier, en tant qu'enfant hein, de personnes, de familles juives engagées dans la résistance, est obsédé par cette figure du père qui est une figure tutélaire. Et il y a un réalisateur de cinéma, d'ailleurs dont on parle un petit peu dans l'exposition, on a présenté son film à Lux, c'était, je ne sais plus, au printemps dernier, qui est Franck Cassanti, qui réalise un film qui s'appelle L'Affiche Rouge. Hein, je crois qu'il est mis dans le domaine public en 1976. Et bon, alors, ça veut dire qu'il travaille dessus dès 1974. Et Franck Cassanti, il a eu entre les mains, peut-être par Arsène Tchakarian, on ne sait pas exactement, en tout cas, puisque le film de Gatti n'aboutissait pas, la base du scénario, et que finalement, le film sur L'Affiche Rouge a été réalisé. Donc Gatti, il s'est mis en retrait. Alors, ce qui est très intéressant du point de vue de la mémoire départementale, c'est qu'il y a une figure de la résistance intellectuelle qui est à Diolfi, qui s'appelle Pierre Emmanuel. La formule de Diolfi, nul n'est étranger, hein, c'est un extrait d'un poème de Pierre Emmanuel. Il se trouve que Pierre Emmanuel, dans l'après-guerre, hein, dans les années 70, devient président de l'INA, hein, l'Institut national d'audiovisuel. Il est un peu copain, frère d'armes avec Gatti, et lors je crois d'un festival d'Avignon, ils se retrouvent tous les deux. Gatti présente des pièces de théâtre, et puis à ce moment-là, il a déjà des velléités de travailler à l'île d'Abo, hein, dans le process, dans la mise en récit de la vie nouvelle. Simplement, il devait travailler sur Mandrin, le contrebandier dauphinois. Bon, nous, ça nous parle, Mandrin, en Dauphiné, mais peut-être que Gatti, c'était pas son truc. Et Pierre Emmanuel lui dit, mais écoute, et Gatti est obsédé par l'Affiche Rouge. Hein, ça nous a été abondamment dit ce soir. Et Pierre Emmanuel, lui-même acteur de la résistance, dit, ok, cette fois, je vais t'aider à financer ce projet. D'où le redéploiement de l'aventure de l'Affiche Rouge à l'île d'Abo, mais comme, entre guillemets, le projet autour de l'Affiche Rouge est déjà dans l'espace public avec le film de Cassanti et d'autres œuvres, Gatti, dans sa douleur, il s'appuie sur, et il met en résonance un des membres de l'Affiche Rouge, qui est Roger Rouxel, parfaitement légitime, hein, il fait partie des fusillés du Mont Valérien. Et est-ce que je crois que tu le dis dans le témoignage, c'est très intéressant, hein, c'est les héritiers des brigades internationales espagnoles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des étrangers, il y a aussi un certain nombre de Français, on parle de Cloarec, de Rouxel, qui sont des membres à part entière des FTP MOI. Oui, mais ça, c'est, pour répondre aussi à votre question, c'est une autre indication. C'est, quand je dis c'est un groupe d'antifascistes des brigades internationales, là, les Allemands, les nazis ont voulu isoler le fait que c'était les étrangers qui venaient foutre le bordel à Paris. Et donc là, ce que Gatti fait, il prend le contre-pied en disant c'est pas des étrangers, c'est aussi des Français, des antifascistes. Et donc il y a Rouxel. Alors c'est vrai que Rouxel a écrit cette très belle lettre, et donc ça a fait, voilà, c'était un bon support. La deuxième chose qui est plus compliquée à raconter, c'est qu'effectivement, le scénario original qu'avait pensé Gatti
qui en partie a été repris par Cassanti, c'était ce qui l'intéressait, c'est ce que est raconté dans ce que vous avez lu, c'était la confrontation entre les survivants du groupe Manouchian et des scènes de fiction qui auraient été choisies. Après, ce qui a été très compliqué à gérer pour Gatti, c'est que les communautés survivantes entre elles, c'était très compliqué entre les Italiens, les Arméniens, les machins, chacun avait une vision différente, etc. Mais enfin, Gatti avait réussi à gérer ces contradictions. Cassanti, lui, il a capitulé, il a dit, bon, au lieu de prendre les survivants, on va prendre des comédiens, ça va être plus simple. Donc, pour vous dire que cet ensemble qui était tous représentants magnifiques, et donc on a choisi, Gatti a choisi Rouxel pour effectivement pour dire ce que c'était qu'une brigade internationale. Il y avait même des Français. Voilà, c'était ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que il a été projeté ici. C'est moi qui ai été faire ça. C'est pour faire comprendre aux gens de l'île d'Abo de qui il s'agissait. On a fait un film où on est allé interviewer Méliné Manouchian, Arsène Tchakarian. On est allé voir Amel aussi, qui était encore vivante. Donc on est allé, tous les survivants du groupe Manouchian, on est allé les voir pour qu'ils racontent ce qu'ils avaient vécu, comment ça s'était passé, etc. Et pour moi, ça c'est extrêmement émouvant, quoi. Parce que c'est vrai que quand j'ai été interviewé Méliné, j'ai été bouleversé, parce que c'est vrai que c'est vrai que pour moi, j'ai été choqué quand j'ai vu Méliné arriver avec Missak au Panthéon. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas du tout connu la même chose que Missak. Elle a connu ce qu'elle a connu, c'est du dur. Donc ça demande un autre questionnement que cette panthéonisation. Pourquoi? Parce que fait Méliné? Méliné, après-guerre, elle est communiste, elle est engagée, elle décide d'aller en Arménie, elle essaye de participer à l'effort de construction de l'Arménie, et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs précisément, toujours est-il qu'elle décide de retourner en France. Mais pour elle, le retour en France, ça va être extrêmement compliqué. Parce que tout d'un coup, revenant avec une vision critique de ce qu'elle a vu en Arménie, pour les communistes français, c'est compliqué. Et donc, tout devient pour Méliné absolument compliqué. Donc, quand je vais l'interviewer, elle est sa vie extrêmement difficile. Donc, c'est vrai que Méliné, elle va bien au-delà de ce qui s'est passé en 1945. Elle pose toute la question de ce qui s'est passé après. Donc, c'est pour ça que voilà, je suis pris dans ce dilemme, quoi. Moi, peut-être, alors, il nous reste 5 minutes, peut-être à nouveau entendre Guillaume sur aussi là. Alors, moi, je trouve intéressant parce que il est évident que nous traversons des temps troublés. Et lorsque je dis ça, je fémise le contexte de crise des démocraties. Cette question, bah, alors, compliquée, hein, le vocabulaire, hein, fascisme, nouveaux avatars, post-fascistes, enfin, en tout cas, ces ondes négatives qui nous arrivent. C'est assez troublant parce qu'on entend comme une parole qui est contextualisée, quand bien même elle pose la question du devenir de ces récits. Il y a quand même des choses d'actualité brûlante, y compris dans les poèmes qu'on a entendus. Comment toi, trentenaire, tu reçois ça et comment tu nous le donnes en partage? Après, on peut t'aider. Non, en fait, ça, pour nous, c'est assez simple. Hein. On prend... Là, on cherche ce que Gatti a cherché, du coup on se met sur les traces d'eux et on se dit, ouais, il y a enfin, ce qui était intéressant, je pense que quand tu m'as parlé, c'était de se dire, Gatti réactualise. Et en fait, à chaque fois, dans chaque film, il vient raconter l'époque par Manouchian. Et du coup, moi, ça me questionne sur aujourd'hui. Je me dis, bah aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire et qu'est-ce que ça nous raconte aujourd'hui? Après, on a essayé de travailler à deux sensibilités, quoi. Une sensibilité plutôt narrative et qui donnerait de l'information et une sensibilité plus sensible. Mais après, on n'a pas beaucoup de voix. Je dirais que c'est assez simple ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de chercher, tiens, ça racontait ça. Il me semblait que sur la panthéonisation, il pouvait nous raconter des choses, Gatti. En tout cas, moi, ça me racontait des choses. C'est pour ça qu'on avait envie de mettre notre copain avant. Et voilà, et de se dire, peut-être on est à une époque aujourd'hui où
ou se réintéresser, pas forcément, enfin, se réintéresser ou en tout cas écouter ce que la bande a à nous dire, ce que Gatti a à nous dire, peut nous permettre peut-être de ne pas aller vers ce qui nous attend peut-être. Dans un des films tournés à l'île d'Abo, il y a une scène que moi j'ai trouvée qui est très drôle. Je pense que c'est Stéphane qui a tourné les images. On voit un monsieur d'âge mûr, plus de 50 ans, et puis il s'appelle Monsieur l'Allemand, mais ENT à la fin. Puis il dit, alors Monsieur l'Allemand, que faites-vous? Je suis gendarme. Puis là, on voit qu'il y a un petit sourire malicieux, mais vous êtes que gendarme? Non, je suis également terroriste. Et là, c'est assez troublant de voir cet homme âgé qui, en fait, oui, il a été terroriste pendant la guerre et il est au maquis. Et à un moment, on voit des scènes, alors ça se passe près du pont de Beauvoisin, hein, vous voyez, on est à la frontière de l'Isère et de la Savoie, et il retrouve ses copains du maquis, et là, il se remet à vivre réellement ce moment-là. Et là, d'un seul coup, ça nous interpelle sur cette double, voilà, le gendarme terroriste, vous voyez, par rapport à notre actualité, ça vient nous chercher. Et c'est en permanence ça, et je trouve que dans la manière dont vous nous l'avez donné en partage ce soir, forcément, dans les émotions, il y a aussi celle où j'en suis, moi, de mon rapport à cette question aujourd'hui. Allez, peut-être une dernière. Il va falloir qu'on achève l'échange. Peut-être... C'était pas une question, mais c'est juste pour vous féliciter parce qu'effectivement, vous avez vraiment donné en partage les mots de Gatti. Et pour avoir lu quelques textes avant, je me disais comment ils vont réussir sur Paris parce que l'entrée dans le texte n'est pas facile. Parfois, ça peut être un peu décousu quand on n'est pas dedans. Il y a des choses qui n'ont jamais vraiment été pleinement réalisées. Là, vous nous donnez vraiment à découvrir à la fois des mots de Gatti, aussi le contexte, vous nous donnez des clés d'explication. Et je trouve que vous l'avez fait de manière très intelligente, très tissée. Et donc bravo parce que c'était vraiment pas un exercice facile. Et c'est vrai qu'entre l'écriture et puis la voix, et puis la guitare électrique qui nous a quittés mais qui était vraiment extraordinaire, l'ambiance sonore aussi qui traversait un peu tout le long le récit, c'était vraiment très beau. Donc voilà, moi c'était juste ça. Il y avait la dame dedans qui voulait dire quelque chose. Allez-y madame. Je voulais juste dire que j'ai été très touchée par la tension qu'il y avait entre vous trois et comme si on était entre la vie et la mort. Pour moi, c'était ça qui était... Vous aurez le mot de la fin. Merci.